de prendre à chaque fois lors de ces cafés CAC 10 minutes, 15 minutes pour apporter un éclairage sur une actualité et ensuite avoir 15 minutes, à peu près 20 minutes d'échange à partir de cet éclairage. Et traditionnellement, donc, on finit les cafés CAC de manière plus informelle sur un conseil de lecture, de cinéma, etc. Donc là, pour ce qui est des 10 minutes de focus sur l'actualité, on a décidé ce mois-ci, donc fin avril, de revenir sur le contrat d'engagement républicain. Alors je dis revenir parce qu'on a déjà évoqué ça dans le cadre notamment des cafés CAC, mais ça faisait partie des sujets, entre autres, sur lesquels on a discuté sans forcément prendre le temps de s'arrêter. Et on jugeait utile de regarder entre quatre yeux quand même ce que c'était que ce fameux contrat d'engagement républicain. Alors, je vais essayer donc de faire assez court, mais il y a 3 éléments d'introduction. Le premier, c'est tout simplement que c'est un décret d'application, donc un décret qui vient préciser l'application de la loi du 24 août, en l'occurrence. Alors, je ne vais pas revenir là sur l'historique de la loi, on en a déjà largement parlé, mais elle s'est appelée dans un premier temps loi de lutte contre le séparatisme, au singulier. Et puis, au fur et à mesure de ces changements d'appellation, elle a fini par s'appeler, donc le 24 août, quand elle a été promulguée, loi confortant le respect des principes de la République. Donc, c'est de ça dont on parle, et c'est justement difficile de cerner de quoi on parle précisément, parce que cette loi, elle a une particularité, c'est d'être quand même extrêmement fourre-tout. Elle est assez dense, je l'ai là, elle fait, je sais pas combien de pages, mais c'est assez conséquent, je regarderai tout à l'heure, et elle mêle à la fois des dispositions sur la neutralité des services publics, sur l'égalité hommes-femmes, sur la haine en ligne, sur l'école à domicile, sur le sport, puisqu'on en parlait, c'est les articles 63 à 67, sur le culte et son financement, et elle a quelques dispositions spécifiques sur le monde associatif, en l'occurrence, c'est les articles 12 à 23. Voilà. Donc, c'est important parce que dans la manière dont cette loi est passée, c'est-à-dire en procédure accélérée, puis avec des difficultés au moment du vote de l'Assemblée nationale, du Sénat, et puis de son retour à l'Assemblée nationale, en fait, les députés ont finalement eu du mal à se positionner parce qu'il y avait cette loi hyper fourre-tout, et notamment sur le contrat d'engagement républicain dont on va préciser un peu le contenu. Ce qui est frappant, c'est de constater que quand les candidats à la présidentielle ont été interrogés il y a quelques jours sur le contrat d'engagement républicain, 4 sur 6, c'est-à-dire le PC, le PS, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, se sont déclarés non seulement opposés, mais favorables à l'abrogation de ce contrat d'engagement républicain s'ils avaient été élus. Alors, les deux qui se sont dits favorables à ce contrat d'engagement républicain, c'est sans surprise La République En Marche, qui était représentée par Christophe Castaner, et les Républicains, qui étaient représentés par Damien Abad. Mais cette position très claire sur le contrat d'engagement républicain, on l'a pas perçue au moment du vote de la loi. Encore une fois, parce que c'était une loi hyper fourre-tout et que ce contrat d'engagement républicain, en l'occurrence l'article 12, était une des très très nombreuses dispositions. Alors, on va pas non plus donc trop détailler ce qu'il y a dans ces articles 12 à 23, on va s'arrêter sur cet article 12, mais quand même mentionner que ce contrat d'engagement républicain pose problème, mais il est un des 2 principaux éléments qui posent problème, parce qu'il y a aussi dans cette loi l'article 16, si je ne dis pas de bêtises, qui est la loi sur les dissolutions administratives. Et c'est une nouvelle possibilité de dissolution d'associations, donc l'utilisation de l'arme de dissolution massive potentielle et le contrat d'engagement républicain sont les 2 éléments qui sont les plus problématiques. Donc là, ce matin, on s'arrête juste sur le contrat d'engagement républicain. Le contrat d'engagement républicain, il se présente comme ça, c'est un décret de 4 pages, donc c'est très très court.
Et ce qu'on voudrait mettre en avant, c'est 5 éléments qui font que ça pose souci à nos yeux. Le premier élément, c'est de dire que c'est un texte d'application massive. Là, c'est massif, c'est une disposition qui concerne au bas mot 22 millions de Français. Alors, j'en veux pour preuve, en fait, l'article 5 qui nous explique que l'association ou la fondation, puisque ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que ce texte vise non seulement les associations, mais les fondations. Donc, l'article 5 précise que l'association et la fondation veillent à ce que le contrat mentionné à l'article 1er, donc le contrat d'engagement républicain, soit respecté par ses dirigeants, ses salariés, ses membres et ses bénévoles. Voilà. Sont imputables à l'association ou à la fondation les manquements commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres ou ses bénévoles, agissant en cette qualité ainsi que tout autre manquement commis par eux et directement lié aux activités de l'association ou de la fondation. Alors, je m'arrête du coup sur les mots. Les dirigeants, on s'y attendait. Les salariés, 1,8 million de salariés en France. Et les membres ou les bénévoles, alors, des études nous informent qu'il y a 22 millions de bénévoles en France, en fait. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est un texte d'application massive, puisque sont concernés de fait énormément de personnes qui, évidemment, la plupart du temps, ne le savent pas. Alors, le deuxième élément de ce caractère massif, c'est que ça concerne tout type d'aide. Voilà. Ça concerne pas simplement les subventions financières, ça concerne pas simplement les aides monétaires, ça concerne aussi les apports en industrie et les aides matérielles, mais aussi les agréments. Alors, les aides matérielles, l'exemple qu'on a fait remonter, c'est notamment l'exemple d'une petite compagnie de théâtre pour enfants qui fonctionne depuis des années et des années sans avoir recours à de l'argent public, mais qui simplement, en fin d'année, propose un spectacle aux parents. Et ce spectacle, il le propose dans une cour d'école maternelle, donc il demande traditionnellement à la mairie de leur commune, à leur mairie plutôt, la mise à disposition pour quelques heures de cette cour d'école. De fait, c'est considéré comme une aide matérielle et de fait, l'ensemble des membres de cette association sont soumis au contrat d'engagement républicain et aux dispositions qu'on va détailler maintenant. Donc voilà, c'est pour dire que c'est important parce que le décret d'application, il est sorti du jour au lendemain, si on peut dire, c'est-à-dire que il a été publié au journal officiel le 31 décembre 2021, d'application immédiate, c'est-à-dire à partir du 1er janvier. Et on avait eu quelques fuites, quelques versions de travail de ce contrat d'engagement républicain, mais on en a eu le contenu exact que de manière, brutale, c'est-à-dire que ça arrivait et le côté massif de la chose a évidemment pas été particulièrement anticipé. Donc, énormément de personnes concernées de fait, pour tout type d'aide apportée au secteur associatif et aussi des fondations, et tout type d'aide, ça veut dire donc pas simplement les subventions publiques, mais aussi les aides matérielles et les agréments, c'est-à-dire que là-dedans, on a les services civiques, on a le SNU, bref, on a tout. À partir du moment où on a partie liée avec une collectivité publique, on est sous, l'emprise des conséquences de ce contrat d'engagement républicain. Je ne parle même pas de l'extraterritorialité, c'est-à-dire de la manière dont sont concernées un certain nombre d'associations de solidarité internationale, mais qui n'agissent pas en France. Voilà. Alors, le deuxième point, c'est que c'est vicieux. Ce contrat d'engagement républicain est particulièrement fourbe et sournois, parce qu'il a l'air de rien. Je présentais les 4 pages tout à l'heure. En fait, quand on le lit rapidement, on voit pas de problème. On voit pas de problème parce que le cœur de ce contrat, c'est de respecter 7 engagements. Le respect des lois de la République, évidemment, la liberté de conscience, what else, liberté des membres de l'association, ça va de soi, égalité et non-discrimination, fraternité et prévention de la violence,
respect de la dignité de la personne humaine pour l'engagement 6, et le dernier engagement, qui est d'ailleurs aussi dans la Constitution, donc qui enfonce encore une fois une porte ouverte, c'est le respect des symboles de la République. En fait, quand on le lit rapidement comme ça, eh ben on se dit que finalement, ça mange pas de pain. Mais il faut le lire un peu plus attentivement pour voir que le diable est dans les détails et que l'air de rien, il y a des pièges en fait dans la manière dont sont rédigés cet engagement. Le plus gros piège, c'est celui autour de la notion d'ordre public. Ça renvoie à l'engagement qu'il faudrait que je trouve tout de suite. Voilà, s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public, c'est l'engagement numéro 1. Le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune manifestation contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. Alors, la question que ça pose évidemment, c'est qui va juger que une action entraîne un trouble à l'ordre public? Est-ce que aider des personnes étrangères sans papier sera considéré par certains préfets comme un trouble à l'ordre public? Est-ce que faucher des champs d'OGM ou démonter un McDo demain sera considéré comme un trouble à l'ordre public, etc. La liste est extrêmement longue et je reviens pas sur cet argument de poids, mais évidemment que l'histoire est faite de troubles à l'ordre public qui ont permis d'interroger des lois et de faire évoluer des textes. Voilà, on pense par exemple à certaines actions d'Act Up et aux conséquences positives qu'il y a eu dans la lutte contre le sida. Dans les autres éléments pièges, en fait, quand on se penche véritablement sur le texte, il y a des choses autour, par exemple, du verbe cautionner. Voilà, le verbe cautionner revient à 2 ou 3 reprises. Est-ce que cautionner, ça veut dire soutenir, voilà, ou est-ce que cautionner, ça veut dire tout simplement ne pas agir? Là, c'est pareil, il y aura un pouvoir d'interprétation très grand finalement. Et donc, la conclusion qu'on tire de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de confusion dans la rédaction de ce contrat, de termes flous, qui donnent un très large pouvoir d'appréciation et d'interprétation, et donc qui vient nourrir une crainte de pouvoir discrétionnaire, arbitraire, et qui vient fonder finalement une peur qu'on a, je dis on, c'est un on très large, je pense, du monde associatif, d'une possibilité de retrait de subventions, sans même que la responsabilité n'ait été engagée devant un juge, et donc avec une interprétation différenciée possible, et donc finalement une énorme insécurité juridique induite par ce fameux contrat d'engagement républicain. Donc, le troisième point, c'est de considérer quand même la gravité de la chose. On a affaire à un recul de l'état de droit, tout simplement, c'est-à-dire que l'augmentation des pouvoirs de police administrative des maires et des préfets fait que ça participe de la supplantation de l'autorité judiciaire par l'autorité administrative, et avec ça, de principes qui justement garantissent l'état de droit, c'est-à-dire on n'a plus le principe du contradictoire qui est assuré dans un procès, et évidemment où toutes les parties peuvent être entendues. On a une absence de proportionnalité possible, et puis on détaillera peut-être pas ça tout de suite, mais un recours difficile, voire impossible. Le tout dans un contexte de droit d'exception, ou en tout cas l'exception devient la règle, confère l'état d'urgence quasi permanent depuis maintenant plusieurs années, et puis le tout avec finalement quelque chose d'assez sournois encore, qui est une augmentation du champ de surveillance, de contrôle et de fonction de police, en fait, qui de fait va incomber aux structures associatives. C'est-à-dire, je relis l'article 5, sont imputables à l'association ou à la fondation les manquements commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres ou ses bénévoles, agissant en cette qualité, ainsi que tout autre manquement commis par eux, dès lors que ces organes dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre des mesures nécessaires pour les faire cesser compte tenu des moyens dont ils disposaient. Voilà. Qui jugera qu'on a fait le nécessaire pour traquer, par exemple, certains commentaires de
bénévoles sur les réseaux sociaux, etc. La question reste malheureusement ouverte et tout ça participe donc à une fonction de police, une sorte d'obligation de surveillance générale extrêmement floue et donc extrêmement malsaine. Le quatrième point, après le caractère massif, le caractère vicieux et le caractère grave de ce contrat d'engagement républicain, c'est le caractère profondément déloyal de ce contrat. Alors là, je vais tout simplement citer le Haut Conseil à la vie associative, qui a rendu 2 rapports, en fait, un spécifiquement sur le contrat d'engagement républicain et un sur la loi en tant que telle. Ce qui signale sur ce contrat, c'est que théoriquement, justement, un contrat comporte des obligations pour tous les co-contractants, une durée, des précisions sur les modalités de sa résiliation ainsi que sur le règlement des désaccords. Voilà. Et en l'occurrence, ce contrat d'engagement républicain n'en revêt ni la forme ni le contenu. Alors voilà, bon, qu'est-ce qu'un contrat? Qu'est-ce que la valeur d'un contrat quand on le signe avec un pistolet sur la tempe? Évidemment qu'on est obligé de souscrire à ce texte si on veut continuer les actions que l'on mène. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un contrat léonin. Voilà, et voilà. Est-ce que, enfin, on n'est pas libre de pas le signer, donc ça pose ce problème de fond. Et l'autre caractère déloyal de ce contrat, c'est que, en plus, il s'avère que les dispositions prévoient qu'il est non suspensif, c'est-à-dire que si un maire ou un préfet considère qu'on n'est pas des bons républicains, la décision est exécutoire immédiatement. Et les recours sont pas impossibles, mais extrêmement difficiles. Voilà. Voire en fait, dans les faits, impossible. C'est-à-dire que si une association, on en connaît beaucoup, a pas les reins financiers assez solides, de toute façon, ça peut mettre fin à ses activités avant même qu'elles entreprennent le moindre recours. Là où c'est déloyal aussi, c'est sur la question des agréments, et l'exemple qui était pris à juste titre par FNE, France Nature Environnement, c'était de dire qu'il suffisait maintenant pour un maire de dénoncer l'association comme coupable de manquement à ce contrat d'engagement républicain pour mettre fin à des oppositions locales de projets jugés écologiquement nuisibles. Voilà. Le dernier point, c'est de dire que, en plus d'application massive, d'être vicieux, d'être grave et d'être déloyal, ce contrat d'engagement républicain est non seulement inutile, superfétatoire, comme le dit le HCVA, mais même contre-productif. C'est-à-dire que, évidemment, ce texte manque sa cible. Son objectif, il nous a été dit par des membres de cabinet du gouvernement, c'est de viser les associations islamistes terroristes. Sauf que ces associations radicales, elles ne demandent pas de subventions, évidemment, et qu'elles agissent sous les radars. Et donc, finalement, non seulement ce texte manque sa cible, mais elle atteint toutes les autres associations. Donc, le caractère contre-productif, c'est évidemment de rendre encore plus difficile le travail, justement, de construction de liens sociaux et d'activation des principes de liberté, égalité, fraternité que les associations concrétisent tous les jours sur le terrain. Et donc, ça a de quoi nourrir un certain nombre d'appréhensions au lendemain de l'élection présidentielle, où on a maintenant la certitude que ce contrat d'engagement républicain va être appliqué de manière pleine et entière sur tout le territoire national. Voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai fait, si j'ai tenu un quart d'heure, mais j'en ai terminé. Un nombre de lettres types, de modèles de lettres qui, en gros, viendraient dire on signe le contrat d'engagement républicain parce qu'on y est bien obligé, mais on considère que ça pose question pour telle et telle raison. Et de surfer, alors je l'ai pas vu, mais sur l'article 1 de ce contrat d'engagement républicain qui nous explique que l'association qui a souscrit le contrat d'engagement républicain en informe ses membres par tout moyen
notamment par un affichage dans ses locaux ou une mise en ligne sur son site internet. Et donc on se disait que on pouvait peut-être essayer de surfer sur cette nouvelle obligation pour, un peu comme le judo, utiliser la force de l'adversaire. Et donc, si on est obligé de communiquer sur le fait qu'on signe le contrat d'engagement républicain, on peut peut-être communiquer sur le fait que ça nous pose question. Voilà, donc c'est un des moyens, en fait, de justement tenter que progressivement, parce que on en est là, on revienne un peu en arrière pour dire, sachez que j'allais dire presque pendant que vous aviez le dos tourné, il s'est passé ça, et que maintenant, comme tu dis, le cadre imposé, c'est celui-là. Voilà. Voilà. En fait, quelque part, on a le temps, oui et non, mais on a le temps quand même, parce qu'effectivement, les associations, elles sont dans l'obligation avant de signer. Donc, elles vont signer soit en cochant la case pour simplement. Donc, on a quand même le temps d'alerter et d'accompagner effectivement cette signature alors, en rappelant à quoi on s'engage, les difficultés, et peut-être justement utiliser une des lettres type. Mais également, j'ai trouvé, il y a des réseaux, des arguments aussi utilisables. D'abord, je trouve, il y a, je crois pas, moi, que j'ai zappé, Jean-Baptiste, mais le changement de rapport que ça induit entre les relations entre l'État et les collectivités et les associations, rapport qui était garanti dans la charte des engagements réciproques, hein, et on change de paradigme, on passe d'un socle de confiance à un socle de défiance. Et ça, c'est un argument qui est important parce que c'est un argument, à mon avis, pour l'avenir et pas uniquement pour contrer le contrat d'engagement républicain, pour dire quelle société on souhaite et quelle place on souhaite donner aux associations. Et c'est bien là quand même aussi le socle du CAC. Et puis la deuxième chose, on a d'autres points d'appui. Par exemple, j'ai découvert, je vais le mettre dans notre gare centrale, là, dans le YesWiki sur le contrat d'engagement républicain. Mais par exemple, un mouvement comme France Urbaine, par exemple, fait un très long article pour attirer l'attention sur les difficultés que ça pose aux collectivités locales elles-mêmes. Sur les procédures, sur le socle, ils insistent entre autres sur un socle juridique fragile. Je lis par exemple, France Urbaine avait été concertée sur ce projet de décret, sauf que les remarques formulées ont été au final assez peu entendues, notamment sur les conditions d'application de ces prescriptions. Donc il y a faut pas partir perdant sur un truc comme ça. On peut s'adresser à des collectivités en référence aussi à par exemple ce que disent des organisations d'élus, hein, ou des donc, je crois que faut vraiment penser sur la visibilité de notre campagne et pas être uniquement dans. On a plusieurs cartes à jouer, quoi. Pas uniquement. On n'est pas là pour dire ne signez pas, ça servira à rien. Et d'ailleurs, on se faisait la remarque que nous-mêmes au CAC, l'air de rien, on l'a signé pour une demande de dossier de GEMVA et on n'a pas envoyé nous-mêmes